Bonjour tout le monde. Cette présentation traite le sujet des élargissements des routes en milieu montagneux. Bon, généralement, les routes en montagne sont souvent des routes étroites et sinueuses, de faible largeur. Elles se distinguent par leurs courbes et par leurs virages, ainsi que des pentes et des déclivités. L'environnement de ces routes, généralement, c'est classé en E3. L'environnement aussi, il est caractérisé par des terrains accidentés, par un relief complexe et une géologie diversifiée. Le relief, généralement, se trouve sous forme de pentes abruptes, des courbes serrées et des cols et vallées, puisqu'on parle d'une zone montagneuse. Par rapport à la géologie, généralement, les montagnes sont généralement constituées de roches soit métamorphiques, soit des roches sédimentaires. Par exemple, on peut citer pour le cas des routes, des roches métamorphiques, les schistes et les gneiss, et pour les roches sédimentaires, le calcaire et les marnes et aussi les grès. Ce qui est un peu particulier pour les zones montagneuses, c'est que ces roches se trouvent généralement fragmentées, et donc le risque d'éboulement et des instabilités est là. Bon, le problème, c'est que quand on a une route étroite, on est parfois amené ou bien on est parfois conduit à élargir la route. Quand est-ce qu'on doit élargir la route? L'élargissement des routes étroites peut être nécessaire dans plusieurs situations. La première situation, c'est la sécurité. Donc, ça, c'est un facteur important. Donc lorsque la route actuelle est trop étroite pour permettre le passage sécurisé des véhicules qui se croisent. Deuxième facteur, c'est l'augmentation de trafic. Donc, on doit éviter les embouteillages. Et c'est pour ça qu'on doit élargir la route. Le troisième facteur, c'est le facteur économique. Et donc ça, c'est pour le développement économique de la région. Bon, quelles sont les techniques généralement utilisées? Nous avons deux techniques. Une technique un peu ancienne, qui se base sur les terrassements, et une technique nouvelle qui se base particulièrement sur des ouvrages tels que les ouvrages en estacade ou bien les ouvrages en semi-pont. Voilà, en semi-pont. Bon, pour la technique des terrassements, cette technique consiste à creuser et à déplacer des quantités importantes de terre et de roches pour créer une base stable pour la route élargie. Pour les ouvrages, pour la technique des ouvrages en estacade ou bien en semi-pont, elle se base beaucoup plus sur la construction des estacades qui sont des poutres, soit en béton armé, soit en béton peu contraint, ou bien soit métallique. Donc, ces poutres sont posées directement sur la partie de la route par le biais de deux appuis. Un appui qui travaille en compression et l'autre appui qui travaille en traction ou bien à l'arrachement. Bon, quels sont les défis et contraintes de l'élargissement? Le premier défi, c'est l'impact environnemental. Comme vous le savez, généralement, dans les projets récents, on tient compte du côté environnemental. Vu les changements climatiques et l'impact de ces changements sur l'écosystème, donc on doit tenir compte de l'impact environnemental. Donc, deuxième point, c'est la stabilité des pentes. C'est que quand on vient élargir, on doit tenir compte, on doit veiller sur la stabilité
des terrains. Bon, le troisième défi, c'est qu'on doit pas modifier le schéma de drainage naturel. Le quatrième facteur, c'est le coût élevé. Élargir une route dans une zone montagneuse implique un coût des travaux très, très élevé. Bon, pour le cinquième défi, c'est les conditions météorologiques qui peuvent impacter la réalisation. Le dernier point, c'est l'accès limité. Puisqu'on parle de zones montagneuses, donc les accès pour les appros, c'est un peu difficile. Bon, maintenant, pour la technique traditionnelle, les terrassements. Cette technique est souvent utilisée dans l'élargissement des routes étroites. Donc, elle englobe toutes les opérations de déblai et de remblai nécessaires à la construction. La configuration adoptée, généralement, elle se base sur 3 profils. Soit un profil en travers en déblai, soit un profil en travers en remblai, soit un profil en travers mixte. Le profil en travers en déblai, il est utilisé lorsque la route est creusée dans la montagne. Pour le profil en travers en remblai, lorsque la route est construite sur un remblai. Et parfois, on combine les deux profils. Donc, un profil qui se base sur un remblai et à la fois sur le déblai. Bon, quels sont les problèmes et les difficultés de terrassement au milieu montagneux? Le premier problème, c'est l'instabilité de terrain. Donc, venir et creuser dans une montagne peut provoquer des instabilités locales ou bien générales. Deuxième défi, c'est les conditions géologiques complexes, généralement qui se traduit par une variabilité des sols. Donc, on parle de sols hétérogènes. Le troisième problème, c'est l'accès et la logistique. Généralement, l'accès est difficile au site de construction pour les équipements lourds. Donc, quand on parle de terrassement dans un terrain rocheux, dans une zone montagneuse, généralement, on aura besoin des moyens et des équipements un peu lourds, dont l'accès il est un peu difficile. Bon, le troisième problème, c'est le transport des matériaux. Bon, pour ce point, d'ailleurs, on a le premier point qui concerne l'accès. L'accès, il est difficile. Deuxième point, pour les zones de dépôt, généralement, quand on déblaye, on aura besoin d'une zone de dépôt. Alors que dans les zones montagneuses, souvent, on ne trouve pas des zones de dépôt qui permettent le dépôt de ces matériaux. Bon, l'autre point, c'est les équipements, les techniques spécialisées. Nous avons des équipements spécialisés, donc utilisation des machines spécifiques pour le forage, l'abattage à l'explosif et le soutènement des parois rocheuses. L'autre point, c'est pour les méthodes de construction. Nous avons besoin aussi des techniques comme les ancrages, les clous et les filets de protection, et ce pour stabiliser les pentes. Le plus important dans cette présentation, c'est ça. C'est les ouvrages en estacade et les semi-ponts. Donc, pour éviter les terrassements dans des zones montagneuses, on a eu recours à des techniques nouvelles qui permettent d'élargir la route sans passer par les terrassements. Donc, on s'est basé sur les ouvrages en estacade et les semi-ponts. Les techniques traditionnelles telles que le terrassement pour l'élargissement des routes en montagne ne sont souvent pas adaptées aux conditions géologiques et morphologiques du terrain. Donc, l'élargissement des routes étroites en zone montagneuse peut être accompli grâce à des méthodes spécifiques telles que les ouvrages en estacade et les semi-ponts. C'est quoi les ouvrages en estacade? Généralement, ce sont des structures en métal ou en béton. Elles permettent de supporter la nouvelle partie
de la chaussée élargie. C'est comme j'ai une route, une partie d'une route qui est suspendue. Donc, qui est en porte-à-faux, en quelque sorte. Quand est-ce qu'on les utilise? Utilisés principalement dans les zones montagneuses où l'espace est limité et les conditions géologiques peuvent être complexes. Ici, on peut voir, le schéma statique. Donc, c'est une poutre qui est appuyée sur deux côtés, bien sur deux appuis. Cet appui travaille pratiquement en compression et cet appui travaille à l'arrachement ou bien à la traction. C'est cette partie qui est en porte-à-faux. Donc, c'est ça le principe. Généralement, on peut utiliser plusieurs types de poutres. Le choix des poutres, il est fonction de deux choses, ou bien de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'espacement, et le deuxième paramètre, c'est la partie en porte-à-faux. Et c'est ça qui détermine le choix et le type de la poutre. Ici, on donne quelques exemples des poutres. Bon, le premier type, c'est une poutre en béton précontraint. Donc, c'est une poutre rectangulaire. Donc, ce type de poutre, on peut l'utiliser pour des portées allant jusqu'à 3 mètres. Donc, c'est une poutre rectangulaire précontrainte par des torrents. Bon, pour ce type de poutre, on peut l'utiliser pour des porte-à-faux allant jusqu'à de 3 à 5 mètres. Donc, c'est un peu important. Pour cette partie, pour cette poutre, donc, celle-là aussi, c'est une poutre en béton précontraint, mais dans la continuité, elle est assurée par une poutre métallique. Pourquoi on a choisi cette conception? Pour deux choses. Premièrement, pour le poids qui est important, parce qu'ici, on parle de poutre qui peut avoir une hauteur dépassant les 2 mètres. Et donc, une poutre en béton armé aura un poids important et donc aura nécessairement un appui consistant et un appui aussi qui travaille à l'arrachement aussi consistant. Et donc, on a choisi le prolongement de cette poutre en béton par une poutre métallique qui est léger et qui permet aussi un espacement entre poutres important. Par exemple, pour ce type de poutre, on peut l'utiliser avec un espacement allant jusqu'à 14 mètres, 14-15 mètres. Par contre, pour ce type de poutre ou bien pour celle-là, généralement, il est utilisé pour des espacements de 3 à 5 mètres, de 3 à 5 mètres. Bon, maintenant pour l'appui. L'appui, généralement, il est construit de micropieux qui peuvent être de différents types. Généralement, leur nombre et leur longueur sont dimensionnés en conséquence, donc en fonction de l'effort qui va être supporté par l'appui. Pour l'appui qui travaille à l'arrachement, généralement c'est un appui, c'est un terrain, donc c'est une barre précontrainte ancrée dans la roche avec un coulis de ciment. Bon, juste là, je dois expliquer aussi une chose. Une fois qu'on a mis les poutres, on place des prédales. Ces prédales sont participantes. Ça veut dire qu'il y a du ferraillage qui est mis à l'extérieur et qui sera connecté avec la dalle qui sera coulée par la suite. Ici, on voit une photo.
par exemple celle-là. Donc, dans cette photo, il est un peu difficile comme on le voit. On ne peut pas venir ici pour excaver. Donc, c'est un peu difficile. Là, premièrement, on parle d'un talus pratiquement subvertical et d'une falaise de l'autre côté, d'une falaise ou bien d'un ravin. Donc, on ne peut pas avoir une assise pour mettre des murs de soutènement et élargir la route par un remblai. Et de l'autre côté, on ne peut pas terrasser toute la montagne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On préconise cette technique pour élargir la route. Comme on le voit ici, donc ça c'est le type de poutre qui est une poutre en béton prolongée avec une poutre métallique. Voilà, on le voit ici, il est bien clair. Une fois ça émis, on met ici des prédales et on coule par la suite la dalle. Et comme ça, on peut assurer l'élargissement. Bon, pour le choix, donc on doit se baser sur, premièrement, une analyse géotechnique, parce que quand même, il faut qu'il y ait un dimensionnement. Pour le dimensionnement, donc, on doit se baser sur une analyse géotechnique et topographique. Et ça, pour évaluer la stabilité du terrain, à la fin, on doit vérifier quand même la stabilité et déterminer les contraintes spécifiques. Deuxième point, c'est l'élaboration des plans détaillés. Et le troisième point, c'est la mise en place de la fondation. Donc, c'est la partie qui concerne les travaux. Bon, la deuxième technique aussi utilisée dans le cadre des nouvelles techniques, c'est les ouvrages en semi-pont. Donc, un semi-pont est une structure partiellement suspendue qui combine des éléments de pont et de soutènement, souvent utilisés pour franchir aussi des obstacles mineurs ou pour élargir les routes existantes sans construire un pont complet. Donc, ici, on voit, ça c'est le terrain, ça c'est le terrain, les limites. On vient ici, on fait un appui, on fait aussi un appui ici, on met une poutre, on place les prédales. Donc, cette partie-là, c'est la partie de la route. On voit ici la ligne du T1. Donc, on place ici, on construit un appui, on construit ici un autre appui, on place la poutre métallique, et puis on pose les prédales, et par la suite, on coule du béton pour assurer, pour construire l'ourdi. Bon, la même chose ici. Bon, pour les étapes ou bien le phasage d'études, donc on doit passer par une étude préliminaire, par une conception et par la suite la construction. Ici, c'est un tableau qui montre une comparaison entre la technique des terrassements et la technique des ouvrages estacades ou semi-ponts. Bon, les facteurs déterminants sont l'adaptabilité. Donc, pour les terrassements, généralement, les terrassements ne sont pas adaptés au terrain montagneux. Pour la stabilité, les terrassements aussi ne sont pas adaptés pour les terrains montagneux. Pour la durabilité, donc les ouvrages estacades ou bien semi-ponts sont les plus adaptés, sont les plus durables, ils sont plus stables. Par contre, pour le temps de construction, les ouvrages en estacade nécessitent plus de temps par rapport au terrassement. Et pour l'impact environnemental, il est clair que les ouvrages estacades ou semi-ponts n'ont pas vraiment un impact environnemental dans les zones montagneuses. En conclusion, le choix entre ces deux méthodes dépendra de la géologie du site et le budget disponible et les contraintes environnementales.
montagneux. Pour la durabilité, donc les ouvrages estacades ou bien semi-ponts sont les plus adaptés, sont les plus durables, ils sont plus stables. Par contre, pour le temps de construction, les ouvrages en estacade nécessitent plus de temps par rapport au terrassement. Et pour l'impact environnemental, il est clair que les ouvrages estacades ou semi-ponts n'ont pas vraiment un impact environnemental dans les zones montagneuses. En conclusion, le choix entre ces deux méthodes dépendra de la géologie du site et le budget disponible et les contraintes environnementales. Ici, on donne un exemple qui a été construit en Algérie. Il s'agit de l'aménagement des gorges de Kharrata sur à peu près 7 km, 7 km 600 mètres. Donc, le tracé routier précité. Donc, on parle ici de l'aménagement des gorges de Kharrata, qui se situe sur la route nationale reliant les wilayas de Béjaïa et de Sétif sur le tronçon de 7,6 km, donc entre la ville de Borj Mila et la ville de Kharrata. La route existante a été construite par les Français en 1865 selon les conditions de l'époque. Et c'est une route extrêmement étroite d'une largeur de 3,5 à 4 mètres. D'un côté de la route, il y a une pente raide, comme on l'avait déjà dit pour le cas des zones généralement montagneuses, composée de roches abruptes et fondues. Tandis que de l'autre côté, il y a un lit, bon, on le voit ici, il y a un lit, donc c'est un oued qui passe à 30 ou 50 mètres sous le niveau de la route. La particularité ici, c'est qu'on ne peut pas terrasser. Voilà. On ne peut pas terrasser. On n'a pas la possibilité de terrasser. Et de l'autre côté, bon, de ce côté, on ne peut pas venir ici pour construire des murs de soutènement pour pouvoir élargir la route de ce côté. Et de l'autre côté, on ne peut pas excaver toute une montagne pour élargir la route. Donc, c'est un peu difficile et c'est pour cela que le choix a été mené sur la construction ou bien sur la variante estacade. Voilà ici, c'est une autre photo qui montre. Donc, ça, c'est les poutres. Une fois construit les poutres, on vient ici, on place le ferraillage et on coule le béton. On aura à la fin cette route qui est pratiquement suspendue, comme on le voit. Voilà, ici, quelques données sur ce projet. Donc, à peu près, on a 3 viaducs de 365 mètres, on a 4 tunnels, et par rapport au thème de cette présentation, nous avons à peu près 2331 mètres linéaires d'estacade, 540 d'élargissement avec des poutres en acier, ça veut dire avec des semi-ponts, et 600 mètres de murs de soutènement. Bon, quels sont les défis qui ont été rencontrés dans ce projet? Premièrement, c'est la géologie complexe. Deuxièmement, c'est les conditions climatiques qui étaient un peu défavorables et qui freinaient un peu les travaux. Le troisième point, c'est l'accès limité puisqu'il s'agit d'une route étroite et dont la gestion de la logistique était un peu complexe. Bon, quels sont les avantages de ce projet, ou bien quel est l'impact? Premièrement, c'est l'amélioration significative de la sécurité routière. Donc à la fin, on a eu une route assez élargie qui permet
qui permet une fluidité. Ça, c'est le deuxième point, c'est la fluidité du trafic, donc réduction des embouteillages. Le troisième point, c'est le développement économique de la région. Bon, à la fin, le projet de l'aménagement des gorges de Kharata, que moi-même, je préfère l'appeler projet de la route suspendue, est un exemple remarquable de l'énergie moderne appliquée à des conditions géologiques et environnementales complexes. Merci de votre attention. Merci, M.